Salut les curieux, Barbara de Champagne est de retour. Je reviens dans vos oreilles car j'ai une grande nouvelle à partager. Et oui, je sors une nouvelle saison de podcast. Et cette fois, elle porte même un nom. Elle s'intitule L'Ingépanoui. Vous avez compris pourquoi ? Dans ces nouveaux épisodes, j'ai rencontré des ingénieurs et assimilés qui ont osé changer de vie. Qu'ils aient changé un tout petit rien ou alors qu'ils aient complètement bouleversé leur vie, chacun des invités que je reçois a trouvé une solution bien à lui pour remettre du pétillant dans sa vie. J'espère que vous trouverez dans ces discussions l'inspiration dont vous avez besoin pour remettre du pétillant dans la vôtre. Alors, prêt à découvrir l'invité du jour ? Je peux te tutoyer ? Bien sûr. Bonjour Antoine. Bonjour. Déjà, merci beaucoup de me recevoir dans cet établissement dont on parlera peut-être tout à l'heure. Tout à fait. Aujourd'hui, tu es directeur d'un EHPAD depuis 2021. Et avant cela, tu as fait différents postes d'ingénieur, on va dire, dans le domaine technologique au sens large. J'ai eu effectivement un diplôme d'ingénieur le siècle dernier, ingénieur en informatique industrielle et électronique. Donc j'ai eu un diplôme en 98 et puis après un service militaire, parce que c'est encore une époque où les gens faisaient un service militaire, donc j'ai fait un service militaire. J'ai fait effectivement différents postes dans l'informatique, du développeur, chef de projet, formateur, responsable d'affaires, responsable aussi commercial dans différentes entreprises. Et effectivement, aujourd'hui, depuis 2021, après une formation qui s'appelle le CAFDES, certificat d'aptitude à la fonction de directeur d'établissement social et médico-social. Depuis 2021, je suis directeur d'EHPAD. En plus de ça, je suis président du conseil d'administration de la Caisse du Crédit Mutuel de Massy. Et puis, je fais aussi du sport, du foot tous les lundis soirs. Donc, voilà un peu mes deux autres activités annexes. À quel point ta vie actuelle est mieux ou à défaut différente de ta vie de ingénieur informatique ? Bon, en fait, en dernière partie de carrière informatique, je travaillais dans le groupe Engie. J'ai occupé différents postes dans ce groupe. Et au bout d'un moment, je savais plus très bien pourquoi je me levais le matin. Parce que c'est des groupes où on a des N-1, on a des N+1, et on fait du reporting montant, du reporting descendant, mais c'est pas très stimulant en termes de sens et de pourquoi on le fait. Alors moi, comme j'ai toujours eu une appétence particulière pour les personnes âgées, enfin j'imagine lié à ma relation que j'avais avec mes grands-parents qui sont maintenant décédés, mais accompagner des personnes âgées et puis me dire que je peux peut-être apporter ma pierre à l'édifice, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc c'est pour ça que maintenant je sais le matin pourquoi je me lève et je passe toute la journée avec des personnes âgées dépendantes, avec des équipes qui sont à proximité de ces gens. Et là je sais pourquoi je me lève tout le matin. L'EHPAD, malgré tout ce qu'on décrit, c'est un lieu de vie. Alors, ma petite, je vais dire souvent, même la plupart du temps, le dernier lieu de vie de ces personnes qu'on accueille, mais c'est avant tout un lieu de vie et pas un lieu de mort. Le décès est très prégnant dans ces établissements, malheureusement. Mais c'est juste parce que c'est la dernière étape. Hein. C'est pas parce que dans les EHPAD, on tue les vieux. Non, c'est juste parce que c'est la dernière étape de leur vie. Donc forcément, à la sortie, c'est le cimetière. Mais c'est comment faire de ces quelques, des fois jours, mois, semaines, années qui leur restent pour que ce soit vivant, que ce soit pas qu'un lieu de soins, que ce soit pas qu'un hôpital et que ce soit pas quelque chose sans vie. Et donc je pense que on peut les accompagner et la possibilité, les moyens, pas forcément financiers, mais au moins les moyens humains et de les accompagner, de faire un mieux. En tout cas. En termes d'émotion, peut-être, qu'est-ce que tu ressens le matin quand tu te lèves ? En termes d'émotion, moi, je suis content de venir travailler. Alors, bien évidemment, j'ai des phases où, ce type de poste, ça demande un certain nombre, des fois, de rapports,
de compte rendu, d'éléments à rendre, comment dire, d'organismes qui viennent voir ce qu'on fait tous les jours, nous inspecter, nous contrôler, à qui on doit rendre des comptes. Donc, ou alors des associations ou des gens à qui on doit aussi présenter des choses. Donc je dirais pas que c'est marrant tous les jours, c'est pas fun. Il y a des moments où c'est pas facile. Mais je suis toujours content de venir dans l'établissement le matin, dire bonjour. Je fais le tour de tout l'établissement tous les matins pour dire bonjour à tout le personnel et à tous les résidents que je croise. Et ben, discuter ne serait-ce que 5 minutes et ça me démarre la journée. C'est plutôt c'est un bon moyen de démarrer sa journée, je trouve. Et du coup, est-ce que tu pourrais dire en comparaison comment tu te sentais dans la dernière partie de ton job d'ingénieur, juste avant d'oser passer le pas? Je me faisais chier. Je veux dire, il n'y a pas d'autre mot qui me viennent à l'esprit. Hein. Je me disais, mais pourquoi je viens? En fait, globalement, il y a des moments où j'aurais pu ne pas venir, j'aurais pu être absent une semaine. Je suis pas sûr que quelqu'un s'est rendu compte, quoi. Et puis en plus, avec la mise en place du télétravail, de tous ces sujets-là qui coupent finalement tous les liens humains. L'intérêt aussi d'aller au boulot, c'est de voir ses collègues, discuter, boire un café, notamment plus faire son travail. J'y allais par reculons. En plus, il y a eu un petit sujet qui s'appelle le Covid, avec le confinement, tout le monde en télétravail. Euh, ouais, bah, c'était pas fun, quoi. Est-ce que c'est le Covid qui t'a permis de prendre du recul sur ta situation et te dire il faut que quelque chose change, ou il y a eu un autre événement? Non, c'est pas le Covid, parce que j'avais décidé en partir de la partie 2018. 2018, ça commençait à me trotter dans la tête, donc j'avais rencontré des directeurs et directrices d'EHPAD. Parce que des fois, on idéalise un truc, et puis la vraie vie est complètement différente. Donc j'avais rencontré d'ailleurs la directrice de cette EHPAD, hein, qui après m'avait reçu un stage dans ma formation. Donc après, donc, une fois que j'avais discuté avec quelques directeurs et directrices d'EHPAD, j'avais m'entendre ensemble sur les formations possibles. Après, globalement, pour être directeur d'EHPAD, il y a deux grandes formations. Il y a le master qui s'appelle MOS, Management des organisations sociales. Et il y a ce que j'ai fait, un CAFDES. Et le rythme d'études, en fait, le MOS m'obligeait à m'arrêter de travailler et pendant toute la durée de mes études, alors que le CAFDES, c'était une semaine de cours par mois, plus des stages dans un établissement. Donc, ça permettait d'être un peu plus libre. Et puis, donc, j'ai démarré cette formation en 2019 pour avoir mon diplôme en 2021. Donc, c'est une formation qui dure un peu plus de 2 ans. Et puis, pendant cette période, ben, j'ai pris tous mes jours de congé, soit en formation, soit en stage. Courageux? T'as pas été trop fatigué à cette période-là? Ben, oui, ça fait un enchaînement, mais en fait, l'intérêt de reprendre une formation déjà à un certain âge, c'est qu'on se souvient plus ce que c'est de rester assis et sur des bancs d'école à noter et avoir le cerveau qui travaille toute la journée. Et donc, c'était une période très stimulante intellectuellement, j'ai trouvé. Et puis en fait, quand je venais là, parce que j'ai fait mes stages ici, quand je venais là en stage, bon, quand on est stagiaire, on n'a pas de responsabilité, on donne un coup de main, donner des coups de main sur les sujets de la directrice en place, mais on n'est quand même pas pressé par des résultats, des objectifs. Et puis ça permet de voir le fonctionnement, la vie dans un EHPAD et pas c'est pas idéalisé à la sortie, quoi. Et puis pendant toute cette formation, ça m'a ouvert sur plein de sujets. Alors, moi, j'ai fait cette formation comme directeur d'EHPAD, mais c'est une formation où il y en a qui travaillent pour les enfants, donc pour enfin tout le médico-social au sens large, le social et le médico-social. Donc les sujets sont larges, hein, l'insertion, les enfants, les handicapés, enfin tous ces métiers-là sont réunis et ça fait une ouverture sur un monde que je ne connaissais pas du tout. Loin du monde technique et du monde derrière un ordinateur toute la journée, mais le monde de la relation sociale et de comment accompagner les gens au mieux avec des moyens limités, je vais dire comme ça, quel que soit le public. Et du coup, est-ce qu'il y a eu vraiment un déclic qui t'a donné le courage de enfin faire cette formation? Parce que j'imagine que quand t'es dans ta vie de tous les jours, il n'y a rien qui te pousse à franchir le pas, en fait. Je sais pas quel était le déclic.
Comme je t'ai dit, après, au début, j'ai fait d'abord une discussion avec deux directrices, celle d'ici et celle de Notre-Dame Stéphane à Palaiseau. J'ai eu un long échange avec elles, pour savoir quelle était leur vie, quelle était leur vraie vie. Je lui passé un après-midi avec les résidents, euh, et je me suis projeté. Je me suis dit, oui, là, c'est quelque chose que je ferais bien. Euh, et après, en fait, ça s'est déroulé derrière, hein. T'as envie de changer, t'es plus bien, tu te déroules, tu dis voilà, j'aimerais devenir ça, directeur d'EHPAD. Je rencontre des directeurs d'EHPAD qui me cachent rien des difficultés du métier, mais qui me partagent aussi leur attachement à ces personnes âgées dépendantes et leur accompagnement. Et donc après, naturellement, je vais chercher une formation. Après, tu tombes sur différents trucs. Tu fais une journée d'information sur une formation, un petit séminaire d'information. Tu discutes avec des gens et tu dis pourquoi pas. Après, pour cette formation, pour rentrer en formation, fallait normalement faire un écrit, une épreuve sur table de 4 heures et un passage devant un jury. Et comme j'avais déjà un diplôme au niveau bac plus 5, j'ai juste fait l'épreuve devant un jury. Donc là, on discute avec un professionnel et un formateur pour essayer d'expliquer ses motivations. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai intégré cette formation. Et puis après, on trouve des financements parce que la formation, c'est pas donné, formation professionnelle, 2 ans et demi. Et puis chez NJ, payer la formation, ils ont pas vu d'intérêt. Passer de service informatique à directeur d'EHPAD, bon alors ils m'ont bien accompagné, les RH m'ont aidé pour faire des dossiers, pour avoir des financements complémentaires, pour avoir des choses comme ça. Et puis je m'étais mis d'accord avec mon chef pour dire que je serais absent une semaine par mois et puis ce serait pendant mes congés, mais que je m'organiserais pour faire mon travail. Donc il y a quand même un accompagnement, une compréhension, etc. de 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 la société qui ne m'a pas aimé, enfin pour laquelle je travaille. Mais ça s'est fait un peu naturellement, c'est-à-dire que ça a déclenché, j'ai fait des premiers rendez-vous en fait, et puis naturellement j'ai cherché une formation, et puis ça s'est bien passé, et puis j'ai démarré la formation, et puis ça s'est bien passé, et puis voilà. Après là où j'ai vraiment été rebuté, je veux dire comme ça, c'est quand je suis venu le premier stage ici, au bout d'une semaine à peu près. Parce qu'en fait, aujourd'hui en France, les personnes âgées dépendantes, c'est quand même on les cache du public, on cache toutes ces dépendances. Mais en fait, la dépendance de personnes âgées peut prendre différentes formes. T'as des dépendances physiques, bien évidemment, cognitives, psychologiques. Et donc, ça crée, quand on est face à la réalité de la dépendance des personnes âgées, euh, la première semaine où j'étais là en stage, parce que ça peut être des gens très physiquement atteints. Ça peut être des gens qui sont très cognitivement atteints, qui vous demandent, c'est pas le cas ici, mais dans le CEPAD, j'avais quelqu'un qui me demandait 12 fois par jour quelle était la date, ou 20 fois par jour. Après, ça peut être d'autres personnes qui se lèvent, qui crient, qui pleurent, qui appellent à l'aide, et qui, malgré toute l'aide qu'on peut leur apporter, continueront de pleurer. Et on a une espèce d'impuissance qui se crée, parce que au départ, on se dit, on va les sauver, mais en fait, on sauve personne. Des personnes à sauver, mais juste au mieux les accompagner. Donc c'est vrai que dans le premier stage que j'ai fait, la première semaine, à la fin de la première semaine, je me suis quand même posé, je me suis dit, est-ce que vraiment tu veux faire ça? Parce qu'on a à côté, effectivement, j'avais aussi un petit peu mon côté idéalisé le poste en disant, on va sauver, enfin, on a un esprit naturel de sauveur, mais on sauve personne. Mais comment les accompagner la première semaine, je me suis dit, est-ce que vraiment tu veux faire ça? Et puis après, une fois que t'en as on travaille dedans, qu'on est là tous les jours, on voit plus ces difficultés. C'est naturel de donner 20 fois la date. Ou 10 fois l'heure à la même personne dans la journée. Bon, voilà. Merci. Est-ce que tu saurais donner des exemples de nouvelles compétences que tu as développées dans ce nouveau poste ou dans ce nouvel environnement au sens large?
Des exemples de nouvelles compétences. En fait, il y a énormément. Moi, je venais d'un monde de l'informatique, DSI, DNJ, avec entouré d'informaticiens, au pire, au mieux de techniciens supérieurs, des gens à certains niveaux et bagages. Et là, je me retrouve à gérer une équipe en direct, on va dire entre 40 et 50 personnes, ou un certain nombre de soignantes, c'est un peu moins vrai ici, mais un peu plus vrai dans notre établissement où j'étais, euh, en pas de diplôme. Donc, à diplôme sont arrivés souvent d'Afrique-Noire il y a que quelques années, donc des fois même de quelques difficultés avec le français. Et en plus, c'est un personnel à 90% féminin. Alors que dans l'informatique, Les ratios sont plutôt inverses. les ratios sont plutôt l'inverse. Et donc tout ça, manager tout ce type de profil, j'avais jamais fait. Donc c'est quelque chose qui est complètement différent. Après, il y a un autre sujet, c'est quand on est directeur d'un EHPAD, on a toutes les branches de la direction, donc le RH, mais le RH, ça veut aussi dire le droit du travail, donc faire des entretiens disciplinaires, faire des entretiens d'embauche, c'est le départ, faire des entretiens disciplinaires, licencier des gens, mettre à pied des gens. Et les premières fois, quand on est face à la personne, la première fois, puis on lui dit, écoutez, là, vous rentrez chez nous, je vous mets à pied parce que tel comportement est inacceptable. J'avoue que j'ai mal dormi la nuit d'avant. Je te rassure. Parce que quand j'y vais tôt pour justement, avant qu'elle prenne son service, à mettre à pied, c'est des situations que j'avais jamais vécues. Et cette compétence au droit du travail, j'ai dû l'acquérir pendant ma formation. Parce que dans des grands groupes, c'est pas des sujets qu'on gère. Et après, management, j'avais déjà pas mal de formations. Mais là, il est un petit peu différent des aspects que j'ai dit tout à l'heure. Après, la partie gestion financière et économique, qui est très prégnante dans nos établissements. Parce que là, en fait, je travaille dans un établissement, mais un associatif, à but non lucratif, 100% à but à l'aide sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on accueille des gens chez nous qui sont pas en capacité de financer l'EHPAD. Donc, ils font des dossiers auprès du département, de leur département, pour qu'ils viennent payer une partie de l'EHPAD. Mais, en contrepartie, le tarif de la journée de cet EHPAD est donné et fixé par le département de l'Essonne. Donc, ce qui fait que ça fait des contraintes budgétaires et financières qui sont fortes. Et puis, cette gestion de tous les jours, puis ça peut être de la gestion de papier toilette, du repas dans l'assiette, de l'intervention, de réparation de l'ascenseur. Enfin, c'est multiple et, enfin, il y a tous les aspects. Et puis notre terme, c'est tout le sujet, le pan, c'est tout le sujet réglementation. Avec une commission de sécurité, qu'est-ce qu'il faut faire pour la commission de sécurité, avec une inspection de l'ARS, avec les départements qui lui donnent des comptes, le droit de travail, l'inspection de la DDPP qui vient contrôler nos cuisines, et tous ces sujets-là viennent en complément, et c'est pas du tout des sujets que vous avez aucune notion en étant ingénieur en informatique. Et puis il y a le côté réellement social. C'est-à-dire qu'on est dans un sujet, on est dans un monde très social, que ce soit avec nos résidents, bien évidemment, et aussi avec le personnel. Parce que globalement, les gens sont très mal payés dans le social. Rien que moi, pour passer de ingénieur en informatique, alors j'étais manager à un certain niveau, euh, j'étais ça pour, enfin, manager à un certain niveau et directeur d'EHPAD, j'ai perdu un tiers de mon salaire. Ah ouais, quand même. Bah, donc, alors, je regrette pas, hein, c'est pas les sujets pas là, mais ce que je veux dire, c'est que les gens, les aides-soignants, c'est les gens qui sont très mal payés. Voilà. Donc forcément, il faut des boulots ailleurs. Quelqu'un qui travaille à temps plein chez moi,
ben, va essayer de faire des vacations à droite et à gauche pour compléter son salaire. Et puis, donc ça entraîne des gens qui sont fatigués, qui sont usés, qui arrivent à des âges 50, 55 ans, qui sont physiquement cassés. Et ben là, comment on fait pour accompagner ces gens-là au mieux aussi, qui sont finalement notre personnel, mais comment on fait pour aussi accompagner ces équipes? Est-ce que tu as remarqué un changement dans tes relations avec tes proches, donc ta famille, tes amis, entre toi dans ton ancien job et toi aujourd'hui? Alors oui, alors j'ai gardé des amis de chez Engie, par exemple. Alors, il y en a beaucoup que chez Engie d'ailleurs, il y a ceux qui m'ont dit bravo, qui m'ont accompagné, l'équipe RH et non comme ça, mais il y a beaucoup des gens que je connaissais qui comprenaient pas, quoi. Mais pourquoi tu vas t'embêter? Bref, je sais pas si commentaires de ce style-là. Euh, et après, finalement, naturellement, ça a trié les gens. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont compris ce que j'ai fait, la démarche. Euh, et puis avec qui je suis resté proche, avec qui je suis resté en contact, on se voit régulièrement. Et puis ils ont pas essayé de m'expliquer que j'aurais pas dû faire ça, ils ont juste accepté. Est-ce que ta vision de l'épanouissement a changé? Moi, je suis assez curieux de nature, donc je vois toujours, il y a toujours un intérêt à faire les choses. Après, je pense que en fait, dans la vie, il y a plusieurs étapes. Et je pense que directeur d'EHPAD, c'est une étape. Parce que c'est quand même très très prenant. Pour l'instant, c'est un métier qui me passionne. Mais est-ce qu'il va me passionner jusqu'à la retraite? Anticipe pas trop ma question d'après. Est-ce que tu penses continuer comme ça jusqu'à la retraite? Ben en fait, bon déjà la retraite, je sais pas quand est-ce que ça va être. Ça reste un grand sujet. Ça reste un grand sujet parce que mine de rien, c'est repoussé. Est-ce que je me vois être directeur d'EHPAD juste à la retraite? Alors en imaginant que j'ai encore 15 ans de travail à faire à ma retraite. Après, déjà, je me vois pas encore en retraite. Je me dis que tiens, j'aimerais bien faire d'autres choses. Mais je pense que je ferai autre chose. Je pense, oui, sincèrement, c'est un sujet, comme je disais, directeur d'EHPAD, c'est prenant, c'est très stimulant, très intéressant, mais on se suit aussi, on se fatigue. Je ne sais pas ce que je ferai. Je ne suis pas sûr de faire directeur d'EHPAD jusqu'à la retraite. Peut-être qu'arrivé à la retraite, je me dirais, tiens, je verrais bien une brasserie sur la plage pour compléter ma retraite et pour continuer à être occupé. Mais Quel conseil tu donnerais à ton toi d'il y a 5 ans, à l'époque où tu te sentais peut-être coincé dans ton ancienne vie et que tu n'avais pas encore eu l'idée d'aller voir ces quelques directeurs d'EHPAD? je lui dirais, vas-y, fonce. T'es en train de perdre ton temps. Euh, et puis, je me rends compte avec le temps qui passe que je marche beaucoup par projet, par objectif. C'est-à-dire, j'ai envie de faire quelque chose. Antoine, donne-toi les moyens de le faire. Donc, ouais, je me dirais, faut pas s'endormir sur ses lauriers. Faut pas se dire, bah, oh, je suis pas trop mal, je vais attendre la retraite. Parce que c'est chiant. En fait, c'est stimulant de changer de boulot, de changer de carrière et de se dire, tiens, je peux faire autre chose dans un autre monde et je peux être reconnu pour un autre métier. Est-ce que tu penses que la seule solution qu'on a quand on est un peu coincé dans son job d'ingénieur, c'est tout envoyer valser pour partir élever des chèvres dans le Larzac? Bah déjà, faut savoir ce qu'on a envie de faire. Je pense qu'il n'y a pas de bonne méthode pour changer de travail, il n'y a pas de bonne méthode pour changer de vie. La méthode d'Antoine, c'est j'ai réfléchi, j'ai rencontré des gens, j'ai lancé le projet, j'ai fait la formation tout en travaillant. J'ai fait 2 ans et demi de formation très stimulante intellectuellement, mais sans aucun jour de vacances. Je passais mes vacances en formation ou à l'EHPAD. J'ai perdu un tiers de mon salaire, mais je suis plus heureux le matin de me lever aujourd'hui. Donc, je sais pas, des fois, il faut aussi mettre un grand coup de pied dans la fourmilière pour avancer. Il y a des fois où faut tout plaquer au bout d'un certain nombre d'années. Quand on commence à tourner en rond dans son boulot, faut se poser les bonnes questions, hein. Je pense que dans les 2, 3, 5 premières années de la poste d'ingénieur, je pense qu'on découvre le boulot, on peut faire des boulots, comme moi j'ai changé de boulot tous les 3 ans à peu près, d'entreprise, de poste.
Il y a un côté stimulant, un côté intellectuel, un côté motivant. Et puis à un moment donné, quand on commence à tourner en rond, quand on commence à se dire qu'est-ce que je fais là, et quand on commence à se dire aussi, repasser dans un autre poste, dans une autre entreprise d'informatique, pour refaire un truc, c'est là où il faut se poser les bonnes questions. Merci beaucoup. Avant de se remercier officiellement pour la fin de ce podcast, c'est le moment de faire la page de pub. Est-ce que tu veux faire de la pub pour cet établissement ou pour autre chose? Je pense qu'il y a les besoins, je vais être plus générique, plus général que ça, les besoins dans le monde du social sont énormes. Les besoins en termes de ressources, en termes de compétences, en termes de gens compétents, que ce soit à tous les postes. Et dans les années futures, il y a par exemple, je vais préciser dans le secteur de la personne âgée, mais tout le baby boom, ils vont bientôt arriver. Et le baby boom, c'est mes parents, c'est un certain nombre de personnes, ils étaient très nombreux, parce qu'on ça va appeler, d'ailleurs ça, ce qu'on s'appelle le baby boom. Et donc ça veut dire qu'il va y avoir encore plus de besoins. Donc il y a deux sujets derrière. Pour répondre à ces besoins, il faut de la manœuvre, il faut des compétences et il faut des moyens. Et c'est ce que j'espère, et les choses, j'espère, vont avancer, même si on n'est pas dans un monde où aujourd'hui, ce qui est sur le haut de la pile, on nous parle tous les jours de la guerre ou des crises ou des choses comme ça. Bonjour l'humain. Très bien, peut-être que tu auras su susciter des vocations dans les personnes qui nous écoutent. Merci beaucoup Antoine pour cet échange. Ce fut un grand plaisir. Merci Barbara. Et puis à bientôt, j'espère. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Ingépanoui jusqu'au bout. Je m'appelle Barbara, ingénieure depuis 15 ans, et j'ai créé ce podcast parce que je constate qu'autour de moi, beaucoup trop d'ingénieurs brillants ont perdu leur étincelle. Des personnes curieuses, intelligentes et passionnées qui gâchent leur vie à attendre inlassablement la retraite. Si tu te reconnais dans cette description, sache que je propose des accompagnements personnalisés pour remettre du pétillant dans ta vie. Tu peux m'envoyer un mail tout simple à barbaradechampagne@gmail.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle interview inspirante.